Bonjour et bienvenue dans la plus grande ferme de France qui vient d'ouvrir ses portes à Paris. Prenez place avec nous au Salon de l'Agriculture pour 1 heure d'émission en direct en Nouvelle-Aquitaine. Polyculture, viticulture, élevage, sans oublier les paysans de la mer. Les talents sont très nombreux dans la plus grande région agricole de France. Mais dans ces allées parisiennes, il est évidemment difficile de mettre en avant toutes les initiatives présentes sur le terrain. Alors prenons le temps de découvrir quelques beaux projets, car les agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine sont nombreux à vouloir bien produire et bien vendre aux consommateurs. Et vous, de votre côté, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir connaître l'origine des produits que vous allez consommer. Alors, écoutons-les, et avec l'aide de quelques experts, nous verrons comment redécouvrir ou réinventer quelques modèles d'autrefois pour l'agriculture de demain. C'est parti pour 1 heure d'émission, direction le hall des régions avec mon premier invité, un agriculteur devenu humoriste. Eh oui. Nous sommes le samedi 25 février, il est 15h15, jour d'ouverture du 54e Salon de l'Agriculture et je vous l'avais promis, nous voici dans le hall des régions, juste à côté du stand de la Nouvelle-Aquitaine, ça tombe bien. À mes côtés, un ancien agriculteur comme promis devenu humoriste, Jean-Baptiste Ciossa, bonjour. Bonjour. On va peut-être regarder autour de nous, on peut le dire, le public est au rendez-vous aujourd'hui pour oui, ce oui, salon. c'est magnifique. Une belle ambiance, ça Ils sont promet. beaux comme tout. On voit, vous le voyez, il y a un groupe de Basques qui est là. La Nouvelle-Aquitaine nous accompagne pour cette émission. Alors je le disais, vous êtes un ancien agriculteur à 25 ans. Vous avez décidé de tout plaquer. C'est ça. Contre l'avis de votre père. Oui, enfin, Il est c'est-à-dire, étonné. c'est pas contre son avis, c'est que je l'ai abandonné. Vous l'avez abandonné sur l'exploitation familiale C'est pour ça. vous lancer dans une carrière d'humoriste à Paris. C'est ça. Et finalement, on n'est pas si loin du monde agricole puisque vous avez choisi comme spectacle à présenter à Paris sur le théâtre des Feux de la Rampe votre histoire, cette histoire du monde agricole. Exactement, ouais. C'est l'histoire d'un petit agriculteur périgourdin qui un jour fait sa valise et se dit ah tiens on va aller voir ce que ça donne à Paris sur les planches et qui part faire rire les gens en parlant de son pays tout simplement. Alors, ironie du sort, on va quand même le noter. Vous n'êtes jamais allé au Salon de l'Agriculture en tant qu'éleveur pendant 25 ans. Votre père vous regarde. Norbert, on vous salue. Aujourd'hui, votre fils est au Salon de l'Agriculture en tant qu'humoriste. Ouais. Voilà. Alors, avant de poursuivre, on va peut-être tout simplement regarder un extrait de ce spectacle où vous parlez avec beaucoup d'affection de votre Périgord noir. On regarde. Merci. Oui, c'est dans cet endroit admirable que je suis né. Que j'ai grandi, que je suis devenu un homme, que comme mon père, mon grand-père et avant lui, le père de mon grand-père, je suis devenu agriculteur. Ah, l'agriculture. Vivre en harmonie avec la nature. Guider son troupeau vers la nourrissante pâture. Travailler tous les jours de sa vie. De 6h à 22h. Même les dimanches, même à la Noël ou pour la Pentecôte. Et partager. Voyez-vous, parce que l'agriculture, c'est surtout partager les joies, les peines et les passions des autres agriculteurs. Qui mieux que vous, Jean-Baptiste Ciossa, pouvait parler du métier d'agriculteur N'est-ce et pas en rire. Votre famille a vu le spectacle, elle en a pensé quoi? Oui. Ma famille l'a vu, a beaucoup ri. Je viens d'une région où les gens ont beaucoup d'autodérision et c'était formidable, c'était incroyable. Vraiment, ils ont adoré, ouais. Alors, malgré tout, vous parlez avec amour, affection de cette région, de votre métier, même Oui. s'il est difficile, vous en parlez avec beaucoup d'amour. Mais vous êtes parti. Alors, est-ce à dire que c'était plus facile de devenir acteur? Vous avez baissé les bras parce que c'était trop difficile sur votre exploitation de veaux sous la mer? Non, c'est pas ça. Je suis parti, moi, pour accomplir un rêve que j'avais depuis que j'étais petit, bien que l'agriculture me passionnait vraiment. J'étais éleveur de veaux sous la mer et c'est un métier... À Saint-Orse, À donc c'est près de Saint-Orse. Montignac, en Dordogne. Ouais. Ah oui, en Dordogne, je les salue, je les embrasse bien fort. J'étais éleveur là-bas et non, c'est la petite voix que j'avais depuis petit et qui m'a dit un jour quitte ton Périgord et pars à la rencontre du monde. Mais ce qui n'empêche pas que l'agriculteur est un métier très difficile et qu'aujourd'hui il l'est de plus en plus malheureusement. Ouais.
Alors le point positif dans ce spectacle, vous parlez donc de ce monde rural, vous parlez et vous allez ensuite à la rencontre des spectateurs puisque vous proposez après le spectacle le dimanche midi de vous retrouver pour un apéro et une dégustation à consommer avec modération bien sûr. On va voir quelques images tournées dimanche dernier. Le public, quand il a vu votre spectacle, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il dit d'abord c'est merveilleux parce qu'on revient chez nous, on revient chez nos grands-parents, on retrouve une région, même si c'est une région qui n'est pas la mienne. Tout le monde a un terroir, tout le monde a une origine, tout le monde a ses grands-parents qui faisaient des tartines avec du pâté ou autre chose. Tout le monde a connu ça et il retrouve ce parfum de la campagne. Vous parlez dans votre spectacle du parfum entêtant. Du parfum entêtant de vos campagnes. Oui, du parfum entêtant de la campagne, c'est ça, c'est toute mon enfance, quoi. Et je crois que les gens se retrouvent là-dedans, ils retrouvent le parfum de leur enfance, c'est ça. Ouais. Il y a besoin de s'ancrer dans un territoire aujourd'hui, de s'ancrer dans des racines. Je crois de plus en plus, et c'est ce qui fait que le spectacle marche plutôt bien, c'est que les gens ont besoin de revenir à quelque chose de fort, aux origines et à ce qui les constitue finalement, ouais. Et alors on notera tout de même une bonne nouvelle pour vous, mais aussi pour le monde agricole. Le spectacle va être joué donc jusqu'au 26 mars au Théâtre des Feux de la Rampe à Paris et ensuite 200 dates à Lyon. Oui. Excellente nouvelle. C'est incroyable, ouais. Oui, on m'a proposé ça, donc je pars là-bas jouer 200 dates pour les Lyonnais, puis je remonterai pour les Parisiens. Voilà. À suivre, on en parlera tout à l'heure. Alors Jean-Baptiste, votre spectacle, on vient de le voir, il montre bien que le public de la capitale s'intéresse au monde rural et a de l'affection pour le monde agricole. Mais qu'en est-il dans la Nouvelle-Aquitaine ? Les consommateurs veulent-ils acheter des produits de notre région ? Sont-ils intéressés par toutes les problématiques des agriculteurs ? Nous sommes allés poser la question cette semaine aux habitants de Niort, Périgueux, Angoulême et Limoges. D'avoir un peu mieux choisi mes mots. Mais c'est au niveau européen, comme ça. Donc voilà, la fameuse tablette. Achetez-vous des produits locaux pour soutenir l'agriculture régionale. Oui, toujours. Le lait, la viande, tout en fait. Genre. Oui, j'achète sûrement des produits locaux. J'ai intérêt à savoir d'où viennent mes produits. Les produits sont quand même bien meilleurs. On sait ce qu'on mange. Quels sont les atouts de l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine ? Je pense qu'il doit y avoir l'élevage et puis la production de vignes. Voilà. Produits de qualité. Je suis de La Rochelle, donc je vais mettre aussi le milieu, l'agriculture de la mer, on va dire. Êtes-vous inquiet pour les agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine ? Je ne sais pas. Pourquoi devrais-je être inquiète ? Je suis très inquiet même. Parce que quand j'entends des gens qui font du lait, comme mon voisin, qui a 200 laitières, qui va avoir 60 ans et qui n'y arrive plus, il ne peut pas renouveler le matériel, il ne peut rien faire, c'est quand même grave. Alors je ne suis pas inquiet pour les agriculteurs parce que je pense qu'ils ont énormément d'atouts et ce sont des gens très courageux. La seule chose c'est qu'ils ont énormément de charges et je crois que la vie n'est pas rose pour l'instant pour eux et je souhaite que ça s'améliore. Le salon de l'agriculture est-il encore la plus grande ferme de France? C'est simplement un lieu où les Parisiens vont se rendre compte que l'agriculture française existe encore, parce que je ne sais pas s'ils en ont souvent conscience. Le salon de l'agriculture vous intéresse-t-il cette année? Oui, comme tous les ans, parce que je suis dans le métier. Donc je m'intéresse toujours à ce qui se passe, je m'intéresse toujours à ce qu'il y a. Oui, bien sûr. Pas spécialement. Je suis jamais allée, moi. Non. Ensuite, on habite à la campagne, quoi, donc ça me fait l'agriculture. Les vaches, c'est mes voisines, en fait. Voilà. Et nous revoici sur le plateau. Jean-Baptiste, je voulais vous présenter nos deux invités. Ceux qui nous ont rejoints, ce sont deux jeunes confrères, deux jeunes agriculteurs. Marina Estrade et Arthur Nadeau, bonjour et merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Alors, pourquoi ils sont là aujourd'hui? Parce qu'ils partagent, tout comme vous, l'amour de leur terre, l'amour de leur métier, ancien métier pour vous, mais d'agriculteur. Et ils ont participé au concours de Miss et Mister France Agricole 2017. Wow. C'était la 4e édition. Et oui, vous avez des champions. Bravo. Alors, le principe, on va le découvrir, c'est de faire la promotion du monde agricole sur les réseaux sociaux. Et nos jeunes ont brillamment réussi. On va commencer évidemment avec les dames. Bonjour Marina. Alors, vous habitez à Bugin, en Corrèze. Vous avez 20 ans. Vous êtes salariée agricole dans l'exploitation de votre oncle, de Vache Limousine. C'est votre 2e participation. Alors vous décrochez le titre de première dauphine de Miss Agricole 2017. Quel message vous vouliez faire passer en participant à ce concours? Alors moi déjà c'est la femme, quoi, représenter la femme dans l'agriculture et puis montrer ma région aussi, mon produit, toute ma région, c'est montrer tout ça. Voilà. C'est vrai que ce qu'on peut dire de vous, on s'est parlé avant le début de l'émission, c'est que vous, tout comme Jean-Baptiste, vous êtes passionné par ce que vous faites. Hein. Oui, je suis vraiment passionnée, j'ai envie de montrer à la France qu'il faut nous aider, il faut être là pour nous et nous soutenir parce que c'est important, on vous fait vivre en fait, c'est ça pour... Et vous ne vous voyez pas vivre dans un bureau? Pour vous, les études agricoles, c'était au plein air? Non, moi je suis dans la nature, je suis née dans la nature. C'est... Sur votre plateau de 1000 vaches? Ouais, c'est ça, le plus beau plateau. Alors à côté de vous, il y a Arthur. Bonjour. Oui. Alors je vous ai acquiescé, pour vous aussi, l'agriculture c'est une passion? Ah oui, j'ai une grande passion. Vous venez de terminer vos études? Ouais, c'est ça. Et votre projet, c'est donc de monter une entreprise de maraîchage bio? Oui. En 2017? 2018. 2018, il faut être patient. Ah, c'est ça. Alors, contrairement à Marina, vous, c'est plus compliqué. Personne dans votre famille n'était agriculteur. Non. Jean-Baptiste, c'est l'inverse de vous. Hein. Vous voyez, oui, vous avez quitté l'exploitation. J'admire beaucoup. Racontez-moi comment ça s'est passé. Ouais, moi, c'est depuis tout petit. Le village où j'habitais avant, il y avait un ancien agriculteur qui travaillait encore à l'ancienne, tout à la main et tout ça. Et tous les mercredis après-midi, en sortant des cours et tout ça, à chaque fois je passais devant chez lui et jusqu'au jour où je me suis arrêté, j'ai commencé à travailler avec lui et c'est lui qui m'a donné cette passion. Ça ne vous fait pas peur à vos parents de vous lancer dans ce monde-là, agricole? Comment ils ont réagi? Mon père il a un petit peu peur, mais après ma mère, non, elle me suit. Parce que mine de rien, c'est un métier où il faut se préparer, vous le dites bien dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, à avoir quelques heures de travail à accomplir. Hein. Ça ne vous fait pas peur? Non. Jean-Baptiste Il faut être vaillant pour être agriculteur et c'est ce qui, moi, m'a permis de faire du théâtre. C'est marrant. Hein. Ah oui? Non, mais c'est vrai, j'admire beaucoup parce que c'est déjà difficile quand on est issu d'une famille d'agriculteurs, alors quand en plus on ne l'est pas, il faut mettre en pratique. Mais c'est comme le théâtre. Pour rentrer dans le théâtre, quand on n'y est pas, il faut mettre le double d'énergie et de boulot. Et je crois que pour l'agriculture, c'est pareil. Je suis très admiratif. Bravo. Ouais, c'est beaucoup de travail. On vous doit une imitation dans le spectacle de votre père sur le monde agricole. On peut avoir un petit extrait de l'imitation? Avec plaisir. Comment ça fait, votre papa, alors, quand il parle? Mais mon père, c'est... Qu'est-ce que tu fous, putain? T'es pas roumagier, retirer la clôture et le bois. Tu crois qu'il va se rentrer tout seul, le bois? Vous vous moquez avec bienveillance. Oui, malgré avec tout, beaucoup de bienveillance. De voir un concours comme celui-ci de Miss et Mister France Agricole, la valorisation de ce métier aujourd'hui, c'est devenu nécessaire? Bien sûr qu'il faut, qu'on a besoin de le valoriser, on a besoin de le défendre plus que jamais. Je crois que les agriculteurs aujourd'hui... Il y a assez d'appels au secours, il y a assez de choses pour qu'on soit soudés avec eux. Et comme l'a dit très bien jeune fille, c'est eux qui nous nourrissent, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier ça. Et qui nous nourrissent souvent très bien. On peut le voir sur la table. Alors Arthur, vous, c'était un peu par blague, hein, vous m'avez dit, hein, la participation à ce concours. Quel bilan vous faites aujourd'hui, puisque vous êtes 3e dauphin tout de même, Mister Oui. France Agricole? Quel bilan vous tirez de toute cette expérience? Bon, j'ai pas trop eu de retour ni quoi que ce soit, donc après voilà, c'était plus pour rigoler que je l'ai fait. Et au final, quand j'ai vu que j'avais fini 3e dauphin, ouais, j'étais content. C'est vrai que ouais. Vous avez envie de montrer cette belle image au-delà de votre région, Oui. du monde agricole? Ah oui. Eh ben c'est bien, on voit que vous êtes motivés tous les deux. Je pense que c'est important, effectivement, comme vous le disiez, pour l'avenir, pour les générations à venir. Restez avec nous, on va découvrir justement le quotidien de 2 de vos confrères dans les Landes. Un éleveur de canards à Mugron et un couple d'éleveurs laitiers dans le Bar-Armagnac. Alors ces 2 filières luttent au quotidien pour perdurer, malgré les difficultés. La bonne humeur
Malgré tout, on tente de rester de bonne humeur, on tente de faire face et de rester positif. Vous allez le voir dans ce reportage avec Andy Rosbeer et Jean-Yves Potra. Serge élève et gave des canards gras depuis bientôt 40 ans, à Mugron, en Chalosse. L'heure est venue pour lui de passer le flambeau à son fils Julien. Il y a 2 ans, il nous dit « je vais reprendre ». Ça nous a redonné du bon au cœur, quoi. Ça redonne envie de travailler, ça redonne envie d'aller de l'avant et de réinvestir, de remettre le pied à l'étrier, quoi, quelque part. Seulement voilà, la grippe aviaire a changé la donne. L'an dernier, l'exploitation de Serge a été touchée par le virus. Conséquence, 3600 canards abattus, 5 mois sans aucune activité, 30 000 € de pertes sèches. J'ai repoussé l'installation, on remet ça maintenant. C'est décourageant, quoi. On s'est un peu raccroché à cet espoir-là que justement la filière allait se prendre en main, notamment du point de vue des transports. Et en une nuit, tout a basculé, quoi. Pour Serge et Julien, les mesures prises pour enrayer l'épidémie sont inefficaces. Selon eux, c'est le modèle industriel favorisant concentration et spécialisation qui est en cause. Et c'est toute la filière qui en pâtit. Le moral des paysans aujourd'hui, il est au fond du seau, c'est catastrophique. Moi je crains des drames, je vous le dis. Il faut penser, il faut croire qu'on est génétiquement modifié parce que je pense qu'il y aurait peu de gens qui supporteraient un tel stress et de telles contraintes. À 80 km de la Chalosse, dans le Bas Armagnac, à la limite entre Landes et Gers, chez ce couple d'éleveurs, c'est l'heure de la traite. C'est 2 fois par jour, tous les jours de l'année. Noël, jour férié, 1er de l'an, c'est parfois difficile. Et c'est le quotidien des éleveurs. Cécile et Michel sont les seuls dans leur secteur à élever des Simmental, une race de vache d'origine suisse, appréciée pour la richesse de son lait. Côté prix, en revanche, la production est comme partout ailleurs soumise aux fluctuations du marché. Et le litre de lait reste toujours autour des 30 centimes. Aujourd'hui, les difficultés, c'est les manques de perspective de l'évolution. Voilà, on n'a pas de perspective sur nos prix de vente, nos coûts de production, et donc on n'arrive plus à se projeter. Aujourd'hui, les producteurs laitiers travaillent à perte, mais ça ne pourra pas durer. Dans le département, c'est l'hécatombe. Il y a 10 ans, les Landes comptaient 320 producteurs de lait. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 130. Michel et Cécile tentent donc de résister. Il y a 6 ans, ils ont investi dans du matériel avec une idée en tête, transformer eux-mêmes une partie de leur lait. Fromage blanc, beurre ou yaourt, 20% de leur production se retrouve ainsi beaucoup mieux valorisée. C'est beaucoup de temps passé, c'est beaucoup d'investissement personnel. On n'a pas de salariés, on ne compte pas notre temps, on y passe beaucoup de temps. Mais c'est super parce que bon, c'est vrai qu'on a une gratification permanente avec le retour par rapport à nos clients. Des clients qui sont de plus en plus nombreux à venir acheter directement à la ferme. C'est carrément mieux que le supermarché parce que déjà les gens sont très agréables, alors que le supermarché des fois c'est pas le cas. Et en plus les produits non seulement sont pas très chers et pour une meilleure qualité. Et en plus on sait que c'est des produits frais. Cécile et Michel estiment que sans ce changement, leur exploitation n'aurait sûrement pas survécu. Ils ont encore des revenus fragiles, mais déjà le moral remonte. Pour Serge et Julien, la priorité est de trouver des solutions à la crise actuelle. Pour les éleveurs landais, la situation n'a jamais été aussi critique. Pourtant, la passion et l'espoir de remonter la pente sont toujours là. Et l'éleveur de canards qu'on a vu dans le reportage a dû envoyer depuis ce reportage tous ces animaux à l'abattage. C'était hier. On annonçait tout de même l'abattage de 600 000 canards landais. Finalement, 360 000 bêtes seront euthanasiées. La réalité est celle-ci. Les Landes, département français le plus touché par cette crise sanitaire. Accueillons notre nouvel invité, Jacques Maté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au réseau Serre France, professeur associé en sciences économiques à l'Université de Poitiers, spécialiste du monde agricole. Alors vous, ces crises sanitaires, c'est une problématique qui vous inquiète pour l'avenir? C'est une vraie problématique, ce sont des problématiques pour lesquelles on n'a pas de réponse. C'est en cela que ça pose question. Les pouvoirs publics n'ont pas vraiment de réponse. On ne sait pas quel est le périmètre, le bon périmètre pour éradiquer par exemple le virus. Donc combien faut-il abattre de canards? L'autre problème, c'est que les éleveurs, eux aussi, n'ont aucune réponse. Et les consommateurs s'inquiètent aussi, puisqu'on on le rappelle souvent qu'il n'y a pas de danger pour l'humain. Malgré tout, les inquiétudes demeurent. C'est évident, dès qu'il y a des problèmes sanitaires, l'assiette c'est quelque chose d'important pour nous, sociologiquement. Et donc on voit bien qu'au moment de la crise de la vache folle, ça a été un élément aussi extrêmement questionnant sur le contenu de l'assiette. Donc là c'est normal que le consommateur aussi s'inquiète. Même si on sait que pour le moment il n'y a pas de transmission,
Mais la question, c'est que toutes ces crises créent de la désespérance. Et c'est en cela que le manque de réponse fait que les différents acteurs de la filière, en fait, eh bien, sont extrêmement tendus en ce moment. Et puis, et ça, c'est un vrai problème. Ne pas apporter de réponse, c'est le pire de ce qu'on peut avoir dans une crise. Arthur, vous avez prévu donc d'ouvrir votre petite entreprise de maraîchage bio. Et il y avait une diversification possible. Racontez-nous. Oui, je veux faire une diversification avec des poules pondeuses. Donc la grippe aviaire, ça vous inquiète? Mais nous, on n'est pas dans notre... chez nous, on n'est pas trop touchés. Mais oui, ça m'inquiète quand même un peu parce que... après, pour l'instant, c'est que le canard. Mais est-ce qu'ils vont s'attaquer après à toutes les autres volailles? Ça, c'est... Ça plane. Il y a plein de questions comme ça qui viennent et puis on n'a pas les réponses. Jacques Maté, on vient de parler de la grippe aviaire, il y a le prix du lait, la crise du porc, la tuberculose bovine, il y a eu en Limousin récemment. Toutes ces crises, évidemment vous parlez de désespoir, mais donnez-nous quand même des raisons d'espérer. Il y a des points positifs dans tout ça? Alors, une des raisons des crises, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, il y a cette ambiance dans le monde agricole de mal-être? Bon, c'est lié aussi à des évolutions, notamment le fait que la politique agricole, le système de soutien a changé et qu'une exploitation, ça ne se conduit pas comme ça, comme une automobile, c'est plutôt un tanker. Et donc, on ne modifie pas la voilure. Cette Nouvelle-Aquitaine, elle peut aider aujourd'hui les agriculteurs, la nouvelle région? Le problème, c'est qu'en termes de volume de soutien, on donne autant d'argent, il y a toujours autant de soutien dans le monde agricole, mais on a l'impression qu'ils sont inefficaces. Et c'est ça qui pose question. Et les agriculteurs se rendent bien compte, quoi. Mais il y a des raisons quand même d'être positifs. Alors, moi, je crois, parce qu'on voit que d'abord, la demande alimentaire à l'échelle mondiale est très largement supérieure à l'offre. Donc, il y a une utilité à la profession agricole. La deuxième chose, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure, le contenu de l'assiette, c'est un élément très important pour les consommateurs que nous sommes. Et donc, il y a un lien fort entre moi, consommateur, et mon fermier, comme les Américains appellent ça un fermier de famille. Moi, je trouve ça un super beau mot. Est-ce qu'on a tous un fermier de famille? Et c'est ça aussi la responsabilité du monde agricole. Une bonne nouvelle aussi, peut-être avec vous, Marina, les exploitations ferment sur le plateau de Millevaches. Pour votre oncle, l'avenir est assuré grâce à vous. J'imagine qu'il doit être très fier. Oui, il est très fier. Après, c'est compliqué de s'installer. Maintenant, vous posez des questions malgré tout? Je me pose énormément de questions. Comment s'installer? Avec quels moyens? On nous propose des aides, mais on ne veut pas ça, nous. Ce qu'on veut, c'est notre vache qui soit payée un bon prix, quoi. Directement. Vous aussi, Arthur, vous m'évoquiez ça, cette problématique des aides. Vous êtes un peu perdu pour l'avenir. Ça, c'est une problématique. Oui, je contacte plein d'organisations et j'ai jamais de réponse précise. Donc après, qui peut nous aider, quoi? Parce que si les organisations spéciales pour ça ne le font pas, mais moi, je me pose la question quand même. Brièvement, Jacques Maté, pour conclure cette partie, les aides, elles existent, elles sont présentes, elles ne sont pas assez développées? Alors, ce n'est pas un problème, c'est un problème d'efficacité. On a modifié, pendant 40 ans, les agriculteurs étaient protégés du marché, de la volatilité des marchés. Le système d'aide faisait ça, et on a modifié ce contexte-là, et on a le monde agricole qui se retrouve extrêmement sensible aux variations de prix. Et ça, on n'a pas encore trouvé les moyens, et il faut qu'on trouve des moyens pour que les agriculteurs soient moins exposés aux variations de prix et qu'on puisse lisser ça. Et c'est un problème de politique publique. Jean-Baptiste, l'éleveur dans le reportage, disait que l'agriculteur, c'est le métier le plus stressant du monde. Maintenant que vous êtes sur les planches au théâtre, vous confirmez? Oui, ça reste... Ça reste très stressant à notre niveau, malheureusement, qui est celui de l'insécurité au premier plan, et parce que ça engage beaucoup plus de choses. Quand on est comédien, si ça ne marche pas... Ce n'est jamais qu'un spectacle. C'est jamais qu'un spectacle, on rentre chez soi et puis on arrête, on fait autre chose. C'est pas une obligation. Quand on est agriculteur, ça engage tellement de choses, tellement d'investissements, tellement d'emprunts, c'est une catastrophe si ça se plante. Et oui, en ça c'est beaucoup plus difficile, bien sûr.
Alors dans ce contexte, on va parler d'un autre sujet. La ferme de Saint-Martial-le-Vieux en Creuse. Elle a ouvert ses portes en juin 2016. Cette exploitation permet d'engraisser plusieurs centaines de broutards. Éleveurs, associations, syndicats agricoles, tous ont leur point de vue sur ce site qui cristallise les tensions sur un sujet qu'on appelle aujourd'hui la condition animale. Retour sur un sujet polémique, un long feuilleton présenté par Anaïk Demars et Andrea Ballot. Ses partisans l'appellent le centre d'engraissement de Saint-Martial-le-Vieux. Ses détracteurs, la ferme-usine des 1000 veaux. Depuis son ouverture au printemps 2016, le site attise les passions. Au départ du projet, 75 éleveurs de Creuse et de Corrèze constatent qu'il serait plus judicieux d'engraisser leurs broutards en Limousin plutôt qu'en Italie, comme c'était l'usage depuis des années. Désormais, après 200 jours passés ici à prendre du poids, les bêtes sont achetées en exclusivité par la grande distribution. Lorsque les animaux des éleveurs rentrent ici, ils savent déjà à quel prix ils vont les vendre et ils savent qu'ils ne pourront pas perdre parce que l'ensemble des coûts de production seront pris en compte. Donc c'est une sécurisation du revenu de ces fermes qui ont investi ici. On parle de quel prix au kilo? Les cotations aujourd'hui de France Agrimaire sont à 3,50 €, 3,60 € le kilo carcasse. Et les animaux qui sortent d'ici aujourd'hui sont financés par la société SVA Jean Rosé à 4 €. Un site qui produit de la viande mais aussi de l'énergie. Déjà équipés de panneaux photovoltaïques, les bâtiments se verront bientôt adjoindre une unité de méthanisation dont le chantier doit s'achever d'ici fin 2017. Un modèle économique qui laisse dubitatifs les éleveurs comme Frédéric Lascaux, porte-parole de la Confédération paysanne en Limousin. Comment voulez-vous qu'un paysan qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas les mêmes économies d'échelle, puisque 2 personnes qui travaillent pour 1000 bêtes, c'est extrêmement peu de monde, comment voulez-vous qu'un paysan puisse s'aligner avec cette structure-là? On est à peu près dans le même modèle que les grandes surfaces quand elles ont mangé les petits commerces il y a 20 ans de ça. Et ces grandes fermes sont en train de manger les petits paysans petit à petit. Voilà. Mais les opposants les plus fervents ne sont pas les syndicats agricoles, il s'agit de l'association LPEA, Lumière pour les pratiques de l'élevage et de l'abattage. On n'en veut pas! Sa présidente, Aurore Lenoir, végane, militante pro-animaux, multiplie les actions sans pour autant rassembler les foules. Je n'ai pas visité personnellement les lieux, mais je les connais aussi bien que les actionnaires pour avoir étudié tous leurs dossiers, pour avoir étudié le permis de construire, pour avoir vu les différentes vidéos. Donc je connais parfaitement la nature de ce projet. Pour qu'il soit acceptable, il faudrait que ce soit de l'engraissement à l'herbe, en pâturage. La jeune femme qui consacre tout son temps à l'association affiche 1 millier d'adhérents gratuits et multiplie les campagnes de communication en recueillant notamment des soutiens de célébrités comme Michel Drucker. L'association LPEA est effectivement abolitionniste, donc à but à viser d'abolir toute exploitation de l'animal par l'élevage et par l'abattage, mais cela ne remet pas en cause nos arguments ou la nature du projet. Une contestation vécue comme un acharnement par les éleveurs de Saint-Martial qui mettent en avant une surface de 4,5 mètres carrés par animal et une alimentation sans OGM. Ces animaux sont sur la paille avec un nombre de mètres carrés plus important même que la directive européenne. Qui plus est, nous correspondons aussi aux préoccupations que nous avons sur le plan environnemental. Puisque les animaux sont produits sur place, ils sont produits et alimentés à quelques kilomètres de l'exploitation. Ils ne sont pas transportés dans des camions sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres pour aller en Italie. Ils sont produits sur place. Preuve des tensions suscitées par cette ferme, l'incendie criminel qui a détruit une partie des bâtiments en décembre 2016. Un acte dénoncé par l'ensemble des opposants. Un événement qui explique aussi le soutien affiché de l'État avec la visite de Bernard Cazeneuve. C'était le 10 février 2017. L'entreprise collective que vous avez conçue à la ferme Saint-Martial présente un caractère d'exemple, et je veux le redire avec beaucoup de force. Dans une région où l'élevage bovin est le pilier fondamental de l'activité agricole, où il assure le maintien de l'activité économique, où il permet l'entretien du territoire et des paysages, cette démarche des éleveurs, des élus, répond à des objectifs que chacun ne peut que partager. Légal mais controversé, Saint-Martial-le-Vieux est devenu le symbole de ce qu'on appelle les fermes-usines.
Plusieurs projets sont en cours en Nouvelle-Aquitaine. Moi, je suis très surprise de la politique agricole qui est menée, qui d'un côté dit qu'il faut accroître le bien-être animal et finalement aller dans une démarche de meilleure qualité d'élevage des animaux, et qui d'un autre côté favorise ce type de projet, notamment avec une réglementation qui a assoupli les seuils justement d'autorisation pour ce type d'élevage. Un élevage qui doit passer de 400 à 800 animaux dans les mois qui viennent, ce qui ne manquera pas d'alimenter à nouveau la polémique. Et à noter qu'une vidéo a été réalisée, une vidéo d'explication a été réalisée par les éleveurs du centre d'engraissement. Sur Internet, elle a réalisé déjà plus de 10 000 vues. Jacques Maté, on a aussi vu des visites organisées sur place pour le grand public. C'est la preuve qu'il y a une vraie préoccupation du grand public sur le bien-être animal. Une bonne nouvelle peut-être? Oui, alors voilà un exemple un petit peu qui fait vraiment polémique en ce moment, c'est le modèle de concentration agricole. Quel est votre avis sur cette question? Alors, c'est quand même complètement différent. On était focalisé sur la ferme des 1000 vaches. La ferme des 1000 vaches, qu'on a dans le nord de la France, c'est un modèle purement capitalistique avec des investisseurs qui ne sont pas des agriculteurs. Là, effectivement, ça pose beaucoup de questions. Dans ce cadre-là, ici, ce qu'on a en Limousin, c'est un projet collectif d'éleveurs qui mettent leurs moyens, leurs compétences et puis leur argent dans un projet où on va engraisser des animaux qui, pour le moment, ne sont pas engraissés en Limousin. Donc c'est une logique de valeur ajoutée territoriale. On conserve de la valeur, parce qu'autrement, de toute façon, ces animaux, ils ne sont pas engraissés dans le Limousin. Alors la question à se poser, effectivement, est-ce que ce mode d'élevage respecte des codes, notamment le bien-être animal, des problèmes de codes environnementaux? Donc ça, effectivement, il faut le vérifier, il faut y regarder de près. Mais l'outil en lui-même, moi, ne me pose pas de problème. On est vraiment dans un outil d'exploitation sur une structure qu'on ne voit pas tous les jours, mais qui est une structure agricole. Marina, on peut peut-être vous poser la question. Vous habitez juste à côté de cette ferme des 1000 veaux. On parle de bien-être animal. Qu'en pensez-vous, vous qui êtes allé sur le terrain? Alors pour moi, le bien-être animal est totalement respecté. On le sent quand un animal n'est pas bien, il est stressé, on le sent. Et là, c'est sur air paillé. Il faut aller le voir d'ailleurs. Il y a des portes qui sont ouvertes pour aller les voir. Et c'est très intéressant à voir. Et voir que les animaux, ils sont en bon état, ils sont bien occupés. C'est vraiment... Jean-Baptiste, vous aviez une petite exploitation de veaux sous la mer. Alors, qu'en pensez-vous? Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, qu'on soit sur une petite exploitation comme une exploitation un peu plus grande, à partir du moment où les règles sont respectées, le problème, c'est que c'est le même souci avec le foie gras de canard. C'est un problème de consommation. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on ne veut plus tuer des animaux, on en fait quoi? Là, c'est la question de la taille tout de même. Hein. C'est la question de l'ampleur de... C'est une grande question. En tout cas, les consommateurs, en tout cas, eux, s'intéressent à ces problématiques. De la même manière, on a vu dernièrement, plusieurs enseignes de distribution ont décidé de supprimer les œufs de poule élevés en cage de leurs rayons. Pour vous, Arthur, votre projet, il est bio et c'est volontaire. Ah oui, c'est volontaire. Pourquoi vous avez eu cette envie réelle? Qu'est-ce qui vous a motivé? Moi, je vais prendre mon exemple, mais je me vois mal, comme pour les poules, être enfermé toute une journée dans un bâtiment. Oui. Et comme me disent, tu produis, et surtout, tu vois pas la lumière du jour. Moi, je me vois mal comme ça, alors moi, je vois les animaux comme ça aussi. Clairement, rapidement, Jacques Maté, ça veut dire qu'aujourd'hui, le consommateur, il peut avoir un impact sur une production? Ah oui, c'est clair. Alors, on voit des réactions dans le cas de la ferme des 1000 veaux. Sur le plan, par exemple, autour du problématique des œufs, ça, c'est quelque chose sur lequel on ne reviendra pas. On voit que là, il y a une modification profonde de l'appréhension du consommateur et que cette demande de poules élevées autrement, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et donc, il y a des évolutions dans le comportement du consommateur pour lequel on est obligé d'en tenir compte dans le mode de production en agriculture parce que c'est des évolutions absolument profondes. Quasiment, c'est des évolutions, là encore, de société, quoi.
Marina, Arthur, merci d'être venus nous parler. Aujourd'hui, on vous souhaite évidemment un bon salon de l'agriculture et une très belle carrière. On croise les doigts pour vous et pour vos exploitations respectives. Merci. Alors, trouver de nouveaux modèles d'exploitation pour l'agriculture de demain, je vous propose à présent de découvrir 2 projets hors du commun. Alors, à l'inverse de vous, Jean-Baptiste, 2 hommes ont décidé de quitter la ville pour s'installer à la campagne, pour s'en sortir. Le premier a misé sur les circuits courts et la diversification. Le second, sur la science, oui, je vous répète, la science. On découvre ça avec Patricia Mondon et Thierry Julien. Sacha a la passion des animaux depuis l'enfance. Lors de vacances à la campagne, il a découvert l'élevage. Mais il faut voir si c'est bien rond, si c'est joli, quoi, si ça a l'âge, quoi, tout simplement. Bac général et bac professionnel agricole en poche, ce citadin a eu le coup de foudre pour cette exploitation il y a quelques mois. J'ai 19 ans, je fais pas les mêmes choses que quelqu'un de mon âge. C'est sûr que le samedi soir, je fais pas la bringue, je m'endors devant The Voice, mais bon, c'est comme ça, quoi. Propriétaire de 6 hectares et à la tête de 3000 volailles qu'il élève pendant 5 à 6 mois ici, la grippe aviaire et les derniers abattages massifs dans les Landes l'obligent à racheter en Périgord de nombreux poussins afin de constituer des stocks, menaçant ainsi sa trésorerie. C'est un vrai coup de poker que je joue parce que tout mon fonds de roulement va passer dans l'achat de poulet. Et que s'il m'arrive une catastrophe et que si je mets tout sur mon bien vivant qui est un animal et qui peut mourir, ça met en péril un petit peu l'exploitation. Il fournit des volailles de qualité à une clientèle exigeante dans la boutique de l'exploitation ou sur les marchés de la métropole bordelaise. Mais Sacha pense à l'avenir et va installer de nouveaux locataires dans ses sous-bois. Pour pallier à cette histoire de grippe aviaire, je vais implanter une autre production donc, qui est des cochons en plein air. Qui vont commencer dès avril et après je vais avoir des cochons de lait à la Noël. Faut jamais baisser les bras quoi, sinon on est mort. Autre lieu, autre passion agricole. Cet ancien salarié de l'aérospatiale a troqué la blouse pour les bottes du maraîcher. Avec 4 associés, le rêve est devenu réalité à l'automne. On s'est lancé dans une aventure en collectif, ce qui nous permet de ne pas être tout seul dans notre coin endetté comme le seraient la plupart des agriculteurs qui veulent démarrer aujourd'hui sur des grandes cultures. Je pense que le modèle actuel est en train de montrer ses limites. Cette serre bioclimatique abrite des cultures flottantes. Tout a été pensé ici, sans aucun traitement phytosanitaire et en termes d'économie d'eau et d'énergie. On a des épinards, des choux-fleurs, choux raves, plein de variétés de salades différentes, des aromatiques. Et 22 variétés de tomates anciennes ou encore des légumes parfois méconnus. On essaye de faire revivre des variétés rustiques qui ont été oubliées de par leur manque de productivité ou une faible résistance à des maladies, etc. Mais qui bien souvent ont des qualités nutritives et gustatives très intéressantes. On est optimiste parce qu'on voit que ça répond à un besoin d'une partie de la population de se rapprocher vraiment du circuit producteur-consommateur. Une seconde serre est déjà en construction. Le challenge de l'équipe, rentabiliser en moins de 5 ans les 90 000 € d'investissement. Le bonheur est dans le pré pour ces 2 agriculteurs et ça fait du bien. Quittons les prés pour parler, parce qu'on les oublie peut-être un peu trop souvent sur ce salon, des paysans de la mer avec notre nouvelle invitée Leslie Windman. Bonjour, vous êtes directrice de l'agence Odyssée Développement, une agence d'études et de conseil en économie maritime. Alors, le jeune Sacha, on l'a vu, il mise sur le circuit court et la diversification comme une pratique indispensable pour l'agriculture. C'est aussi le cas pour les produits de la mer ? Bonjour, oui tout à fait, c'est absolument essentiel pour les produits de la mer d'être comme pour les produits agricoles sur une identification très stricte qui est une garantie pour le consommateur et sur de la traçabilité. Et les circuits courts font partie d'une demande des consommateurs mais aussi de quelque chose que souhaitent nos producteurs aquitains. Alors Jacques Maté, vous avez créé une bible pour nous, bien utile à lire quand on veut tout savoir sur les circuits courts. Dans les circuits courts parus 10 clés pour réussir, parus aux éditions France Agricole. Alors pour vous, c'est une solution, ça fait partie des solutions pour l'agriculture de demain. Oui, ça s'ajoute au reste. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas le circuit court contre le modèle agro-industriel. Hein. C'est quelque chose qui se rajoute. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de remplir l'assiette, ce que je dis dans les circuits courts, ça remplit l'esprit aussi. Ça remplit surtout l'esprit du producteur qui retrouve un sens à son métier, même si le travail est compliqué, difficile, astreignant. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi. Hein. C'est pas aussi facile que ça. Mais on le voit en lisant votre livre, ça ne s'improvise pas de faire du circuit court. Hein. C'est extrêmement professionnel et c'est réservé souvent, ce que je dis, aux meilleurs, quoi.
au meilleur, à celui qui a les meilleures idées, à celui qui a les meilleurs savoir-faire. Et à celui qui sait être aussi un bon vendeur. Vous insistez là-dessus. Et c'est bien ça la difficulté. C'est pour ça que pour un producteur qui est souvent sa compétence, c'est sur la production, un circuit court, il faut être aussi un bon cuisinier. Et puis il faut être un bon marketeur, un bon commerçant. Et souvent, les femmes d'agriculteurs ont un rôle à jouer là-dedans. Hein, et sur la même personne, c'est quand même beaucoup de missions. Hein. Ouais, beaucoup de travail. Jean-Baptiste, quand on vous voit taquiner les agriculteurs dans votre spectacle, est-ce que vous pensez que les agriculteurs de demain peuvent être de bons commerciaux ? Oui, je pense qu'ils le sont déjà. Moi, j'ai travaillé avec ce qu'on appelle les maquignons parce que c'est une petite exploitation. Donc, je vendais mes veaux au cas par cas. Et c'est passionnant aussi. Je pense qu'ils ont ça. Après, ce qui manque peut-être, c'est maintenant de voir d'une manière plus large, d'écouter le consommateur et effectivement de voir comment on peut s'adapter à l'heure actuelle à la consommation. C'est un problème compliqué et comme le dit Jacques, je trouve ça hyper intéressant, c'est bien de ne pas aller dans une violence où on dit non, il ne faut pas faire comme ça, arrêter et changer de système. Mais je trouve que ça, c'est magnifique de pouvoir proposer des nouvelles solutions intéressantes et qui donnent des clés, qui soient suffisamment séduisantes, quoi. Leslie Widman, il y a, pour les produits de la mer, il y a aussi une problématique. Ils ne sont pas assez connus. Il y a un travail à réaliser, beaucoup de travail à réaliser, en fait. Absolument. Les pêches françaises sont extrêmement riches d'une diversité de produits, poissons, coquillages et crustacés, très abondantes. On parle de plus de 100 espèces commercialisées sous les criées, les 37 criées françaises, les 5 criées de Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, le consommateur français spécialise un peu sa consommation sur des produits d'aquaculture plutôt que des produits de pêche parce qu'il les connaît mieux et ce sont des produits pour lui, à ses yeux, plus faciles à mettre en œuvre, alors même que les pêches françaises, les pêches artisanales françaises, lui réservent toute une gamme, toute une diversité d'espèces qui sont à faible prix puisqu'elles sont moins recherchées et qui sont disponibles quotidiennement sur nos ports de pêche. Jacques Maté, autre problématique. Alors là, j'ai découvert quelque chose. Il y a beaucoup d'exploitations en bio, en AMAP, des créations de circuits courts militants. Et ce ne sont pas forcément ceux qui marchent le mieux. C'est moins un problème de marcher mieux qu'en termes de volume. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais ça fait partie d'une forme de distribution très intéressante. De la formation. Hein, mais il y a vraiment une multitude de formes de distribution. En ce moment, il se développe beaucoup de magasins de producteurs. Il y a des marchés qui deviennent festifs. On a ça en Dordogne, par exemple. C'est ce que j'explique, le lien entre le circuit court et le festif. Enfin, il se passe des choses assez extraordinaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, tout compte fait, on n'est pas forcément leader. Et il y a d'autres pays où ça se passe, je pense en Italie par exemple, je dis souvent aux producteurs, allez en Toscane voir les Italiens travailler, c'est extraordinaire. Ce sont les Gucci du circuit court, les Italiens. Il faut aller aux États-Unis ou au Québec, il se passe des choses extraordinaires en ce moment aux États-Unis sur les nouveaux schémas alimentaires. Et on invite les agriculteurs à lire votre livre, hein, donc je le rappelle, dans les circuits courts, parce que ça donne vraiment toutes les clés quand on veut se lancer, mais qu'on ne sait pas comment faire. Vraiment, c'est une Bible à avoir dans sa table de chevet pour quand on veut devenir agriculteur et qu'on veut faire du circuit court. Merci beaucoup, Jacques Maté, de nous avoir accompagnés cet après-midi. Alors, pour pouvoir devenir un bon agriculteur et savoir s'adapter au contexte économique, il faut avoir été bien formé, évidemment. La direction du lycée de la mer et du littoral de Bourse-France, en Charente-Maritime, il est situé au cœur des parcs ostréicoles de Marennes-Oléron. Il est unique en France et de la seconde au BTS, 95% des élèves décrochent un emploi à la fin de leurs études. Olivier Rioux, Patrick Messner et Aurélien Lazera nous le présentent. Sur 12 millions d'élèves en France, 150 000 quittent le système éducatif sans diplôme ni qualification. Ici, au lycée de la mer et du littoral, 95% d'entre eux trouvent un emploi dans le secteur maritime. Fils, petit-fils et arrière-petit-fils d'ostréiculteurs, Enzo a 18 ans. Bon, Enzo, ça fait quoi de préparer les huîtres pour le ministère de l'Environnement et Ségolène Royal? Bah moi je sais pas trop comment dire, ça change rien, c'est un client comme un autre. Il s'apprête à passer un bac pro culture marine. Dans quelques années, Enzo reprendra l'exploitation familiale. Moi je sais que plus tard je produirai pas ici en tout cas. Il y a trop de mortalité, au niveau du travail c'est pas la même chose. Il y a plus de boulot ici que sur un autre site de production on va dire.
Enfin, moi, je vois mon père, il produit en Bretagne et c'est vachement plus facile. On n'a pas besoin d'enlever les tables. Le sol est dur. Ici, on a beaucoup plus de vases. Dans cette formation, les apprentissages se déroulent alternativement, sur le terrain pour assimiler des gestes précis et sûrs, et en classe pour les comprendre. Ce que vous avez là, ce sont des transferts de matière organique vivante. C'est ce qu'on étudie depuis 2 ans, donc au final, on rajoute des trucs, mais on commence à comprendre comment ça marche, quoi. Ça marche comment? Ça, c'est au prof d'expliquer. Unique en France, le lycée de Bourse-Franc dépend de l'Éducation nationale, du ministère de l'Agriculture et de la Mer. Dans cet établissement, il y a quelques années, nous avions rencontré Thibaut, un jeune Nantais passionné par la mer, la pêche et les poissons. Aujourd'hui, il travaille dans une ferme aquacole sur l'île d'Oléron. Alors, tu les pêches plus, les poissons? Non, c'est fini. Enfin, si, je me suis pas arrêté, mais dans le cadre professionnel, on les élève. Oui, c'est une satisfaction. Je sais que le marché de l'emploi, c'est pas forcément facile en France. Moi, juste à la sortie de mon stage, 1 mois après, j'étais casé, j'avais un emploi. Puis c'est vrai que le fait de faire des stages, ça enrichit vachement nos connaissances. Ça couplé avec les formations qu'on peut avoir, ça nous forme et ça nous prépare à intégrer des boîtes comme celle-là. Dans les pas de Thibaut, Siméon, 16 ans, actuellement en première bac pro production aquacole, lui justement est en stage dans une pisciculture d'esturgeons où l'on fabrique du caviar. J'aimais vraiment pas trop l'école, vraiment j'étais, on va dire, assez renfermé niveau scolarité. Et puis depuis que je suis donc, du coup, à Bourse-Franc, on a les stages, on a des journées de TP, en fait chaque chose qu'on fait au lycée a un sens. Par exemple en maths, on nous disait vous calculerez le périmètre de ça, mais on ne savait pas pourquoi. On savait pas pourquoi on le faisait, alors que là, maintenant, on sait pourquoi. Donc tu vois, comme je te disais, là, ça c'est une bouche protractile, tu vois, qui ressort. Donc c'est pour venir manger sur le fond. Ouais, comme un aspirateur. Siméon est parisien. Ses parents sont acteurs, donc rien à voir avec l'aquaculture et l'élevage de poissons. Mais c'est un passionné de nature, d'environnement. Et ça, c'est ce qui caractérise tous les élèves. Sur votre Eppendorf, là, vous écrivez WH3A. Ces étudiants de BTS arrivent à la fin de leurs études. Dans ce cours de biologie, ils recherchent de souches de virus sur des crevettes. Ils sont motivés, ils ont des projets, ils ont tous fait leur stage actuellement au niveau de leur formation. Et on voit qu'ils ont envie de se lancer dans le métier là maintenant. Voilà. Ils sont presque prêts. Clémence a presque achevé ses études. Il y en avait déjà au final de l'aliment. À 22 ans, elle sait maintenant où se diriger professionnellement. Cap sur la production d'algues, un secteur en plein développement. C'est vrai qu'on se rend compte que c'est surtout utilisé dans les pays africains, pour les enfants mal nourris ou sous-nutris. Et c'est vrai que c'est en pleine expansion et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Le lycée de Bourse-Franc pourrait donner le vertige aux statistiques nationales. Ici, en moyenne, 9 étudiants sur 10 trouvent un emploi en CDI 5 mois après la fin de leurs études dans le secteur des métiers de la mer. Retour dans le hall des régions où la fête bat son plein, je vous l'assure, on entend la musique, il y a une ambiance incroyable, c'est ça aussi le salon de l'agriculture, hein, c'est une grande fête. Alors Leslie Wildman, on vient de voir ces filières maritimes, il y a du travail, mais qu'en est-il des salaires ? Les salaires, alors il y a évidemment différents métiers, mais les salaires à la pêche sont attractifs. On oublie de le dire, on se rappelle des moments très difficiles de cette filière, mais aujourd'hui, parce qu'il y a une très bonne valorisation du poisson, qui est le fruit de la qualité qui est effectuée à bord des bateaux, il y a effectivement des salaires qui sont élevés à la pêche, y compris pour des jeunes entrants dans le secteur. Alors vous avez travaillé, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, vous avez travaillé pendant longtemps au port de la Cotinière, vous avez développé l'activité sur l'île d'Oléron. L'enjeu pour vous, c'est bien maintenir l'activité des criées. C'est un enjeu pour l'avenir. Oui, c'est une conviction qui est forte chez moi, qui est partagée par de nombreuses personnes dans la filière. C'est une filière qui a besoin d'être sécurisée sur le plan sanitaire, sur le plan de la traçabilité, on en parlait tout à l'heure, et aussi qui a besoin d'être sécurisée pour le producteur. La halle à marée permet d'offrir aux producteurs une étendue, un nombre assez important d'acheteurs qui viennent se rencontrer et qui vont permettre une appréciation, une valorisation en fait du prix de son produit dès lors que le produit est de qualité. Les producteurs jouent le jeu, les producteurs se sont
sont les marins-pêcheurs. Ils vont en mer et ils jouent le jeu en raccourcissant, en ayant raccourci ces dernières années le temps de pêche, le temps de présence du navire en mer. Donc ils débarquent des produits qui sont toujours plus beaux, mieux travaillés, plus soignés. Ils ont compris l'enjeu de la qualité et en face d'eux, là, la marée leur permet d'avoir un volume assez important d'acheteurs qui du coup vont se disputer en quelque sorte ce produit, disputer de façon loyale et transparente grâce à des enchères et valoriser le produit. Alors, vous parliez de traçabilité, il y a un sujet qui fait débat, c'est l'huître triploïde. Alors, sur le plateau, on a des huîtres, mais je précise qu'elles sont 100% naturelles de Marennes-Oléron et ce sont des labels rouges. Malgré tout, Jean-Baptiste, les huîtres triploïdes, donc qu'en pensez-vous? Quel est votre avis sur ces huîtres génétiquement modifiées? C'est toujours le même problème, c'est une question de confiance et de produit, de qualité d'un produit et de ce qu'on propose. Moi, personnellement, je défends des produits du terroir, des produits de qualité, des produits, que ce soit avec mon spectacle ou quand j'étais agriculteur, j'ai toujours fait comme ça. Donc évidemment que je ne serai pas le premier à aller vers des produits comme ça. Leslie, vous, quel est votre avis sur cette problématique des huîtres triploïdes? Alors je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense que le nom de cette huître n'est pas le bon. En réalité, les ostréiculteurs l'appellent l'huître des 4 saisons. L'huître triploïde, c'est une huître qui n'a comme seul défaut que d'être stérile, ce qui arrive à de nombreux produits agricoles que nous consommons, un chapon par exemple, un bœuf. Vous pensez qu'il n'y a aucun souci pour la santé? Je pense que c'est une huître qui répond à la demande de nombreux consommateurs, qui est de pouvoir consommer une huître qui ne soit pas laiteuse et pouvoir la consommer toute l'année. Effectivement, ça répond à une demande. Ça, c'est important. Ensuite, cette huître-là, elle a besoin aujourd'hui d'avoir plus d'informations qui soient données à la fois par les scientifiques et à la fois par les ostréiculteurs. Et c'est l'information qui pourra rassurer le consommateur. C'est important que les ostréiculteurs communiquent bien parce qu'ils sont fiers de leurs produits. Je ne connais pas un producteur, que ce soit dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'ostréiculture, qui a envie d'empoisonner ses consommateurs. Les gens aiment ce qu'ils font. S'ils mettent en service cette huître triploïde, moi j'ai envie de leur faire confiance. Et vous êtes confiante pour l'avenir? Je suis confiante pour l'avenir. Je dis juste que les producteurs dans toutes les filières doivent mieux communiquer, être fiers de leur métier et que nous, consommateurs, nous devons leur faire confiance. Eh bien, Leslie Widman, merci beaucoup pour ces éclairages, pour avoir parlé avec nous de ces paysans de la mer qu'on retrouve évidemment dans les allées de ce salon de l'agriculture. Cette émission touche à sa fin. Jean-Baptiste, on vous souhaite le meilleur finalement pour la suite. Merci beaucoup. On rappelle votre spectacle Faut que tu aimes, direction Lyon ensuite après le 26 mars. À partir d'avril, alors demain, il reste encore des places pour tous les gens qui veulent venir au feu de la rampe, rigoler et puis déguster des produits à 11h du matin. Et ensuite, à partir du mois d'avril, je serai à Lyon pour 200 dates du mardi au dimanche. Est-ce qu'on vous reverra, on vous voit sur les planches, mais est-ce qu'on vous reverra un jour dans les champs? Mais les deux choses ne sont peut-être pas incompatibles, qui sait À voir. C'est un voyage dans un sens et dans l'autre, tout est possible. Alors merci bien sûr à vous de nous avoir accompagnés cet après-midi. Je n'en ai pas parlé. Merci à toutes les équipes de France Télévisions qui ont rendu possible cette émission, aussi bien en Aquitaine qu'à Paris. Et puis un petit clin d'œil également à tous les producteurs qui nous ont proposé les bons produits qui sont présents sur le plateau. Alors j'ai fait une petite liste, parce qu'il faut donner envie. On est samedi après-midi. Vous aurez peut-être des idées pour le repas de ce soir. Des pommes du Limousin, des oignons de Saint-Urgent sur l'île d'Oléron, des huîtres, donc on l'a dit, de Marennes-Oléron, du pop-corn de Saint-Genis-de-Saintonge dans une coopérative de Charente-Maritime. Il y a du sel de Salis de Béarn, des noix et du cabécou du Périgord. Ça vous parle, ça, Jean-Baptiste? Et comment? Quand est-ce qu'on mange? Du jambon de Bayonne. Ben, vous pouvez attaquer finalement. Je vais conclure l'émission, mais je vais vous rejoindre. J'ai juste à terminer. Et puis on va pouvoir passer à table. Nous, on espère qu'on vous a donné envie de vous rendre au Salon de l'Agriculture. Vous avez rendez-vous jusqu'au 5 mars prochain pour cette 54e édition. La fête se poursuit, vous l'entendez ici, et c'est tant mieux, car c'est, comme je le disais tout à l'heure, une grande fête, le Salon de l'Agriculture. À suivre un numéro inédit des Carnets de Julie avec Thierry Marx. On parlera encore de bien manger. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans votre région à 19h, sur Internet aussi, mais également à 19h avec votre journal sur France 3 Aquitaine, France 3 Poitou-Charentes et France 3 Limousin. Il sera bien sûr question dans ces éditions de la plus grande ferme de France. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et profitez des dernières images au Salon de l'Agriculture. À bientôt.